Bon matin à tous et bienvenue à Dialogue Fidélité. Je m'appelle Santino Detoni, vice-président district, et ce matin, je suis en compagnie du gestionnaire de portefeuille, Daniel Dupont. Avec 25 ans d'expérience dans l'industrie, Daniel a joint Fidélité en 2001 en tant qu'analyste. Le 25 mars dernier, Daniel Dupont a franchi une étape importante dans sa carrière. Son 15e anniversaire à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds Grande Capitalisation Canada. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Puis dès le début, quand tu as commencé à gérer, tu avais déjà ton style établi, mais tu avais tes 4 principes. Je pense qu'ils ont été un élément critique dans ton succès depuis que tu es gestionnaire. Donc, j'aimerais ça débuter avec un petit peu tes 4 principes de l'investissement. Je pense que c'est important pour rappeler aux gens qui sont présents ce matin. Absolument. C'est un peu la recette du succès des 15 dernières années. C'est vraiment la capture à la baisse le plus bas possible. Donc, protection du capital avant tout. Puis autour de ça, on a d'autres petits ingrédients comme investir dans des compagnies de meilleure qualité que la moyenne. Quand on est capable, soit des multiples plus bas en étant très patient, ou on essaie d'avoir des bilans qui sont un peu meilleurs que la moyenne, une équipe de management un peu meilleure que la moyenne. Mais vraiment, la patience sur le prix aussi a été un point important, sinon le plus important autour de tout ça. Quand je regarde les 15 dernières années, clairement, ce qui nous a bénéficié souvent, c'est de bouger rapidement quand il y a eu des corrections qui nous ont amené des prix intéressants, mais d'avoir aussi la patience d'avoir du capital un peu de côté pour redéployer. Puis finalement, le dernier ingrédient, c'est quand même aussi très important, puis ça se reflète beaucoup dans le marché aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas essayer de prédire l'imprévisible. Puis, comme on le sait, il y a beaucoup de gens qui essaient de prédire un peu ce qui va se passer avec l'Iran, avec la guerre et le prix des commodités, les devises, l'inflation, tout ça. Donc, c'est très tentant d'essayer de se positionner, mais je dirais qu'en moyenne, les gens, ils essaient de prédire ces variables-là. Et même quand ils ont raison, je ne sais pas, à peu près 51% du temps, s'ils sont bons, le reflet sur les actions n'est pas toujours direct non plus. Donc, pour moi, ça a été très bénéfique de me tenir loin de là, mais d'attendre des niveaux extrêmes au niveau des commodités pour déployer, ou au niveau de l'inflation, au niveau des taux d'intérêt, etc. Parfait. Donc, parlons un petit peu du marché et du positionnement actuel du portefeuille. L'année passée, mois d'avril, on a eu la journée de libération. Le marché est extrêmement volatile. Tu as déployé, je peux dire, des milliards à l'intérieur de quelques jours. Est-ce que les 6 dernières semaines, avec le début de la guerre, il y a eu un peu plus de volatilité? Est-ce qu'il y a eu assez de volatilité? Est-ce qu'il y a eu assez d'opportunités claires comme que tu as vécu il y a un an? La réponse courte est absolument pas. Le marché a réagi de façon un peu intrigante, si on veut. Il ne faudrait jamais être surpris de ce que le marché fait, mais malgré tout ce qui s'est passé, tous les headlines, les tergiversations de Donald Trump, il n'y a pas eu une grosse correction dans le marché. En fait, j'ai fait beaucoup plus de redéploiement au mois de février autour de l'intelligence artificielle, tout ce qu'il y a eu comme stress autour de ça, l'impact que ça aurait sur les compagnies de logiciels, tandis que la guerre et le mouvement sur le prix du pétrole a vraiment fait bouger les compagnies de pétrole comme telles, un peu les compagnies de commodités, mais en général, il n'y a pas vraiment eu de grosses opportunités, en tout cas à mon avis. Donc, on reste quand même à l'affût, mais il ne faudrait pas s'attendre à des gros changements dans le portefeuille après ce qui s'est passé. Donc, en début d'année, tu avais environ 25% de liquidité dans Grande Capitalisation Canada. On est toujours au même niveau? Est-ce que ça évolue un petit peu? C'est un petit peu plus haut que ça. On n'est pas loin de 30 présentement. Donc, il y a eu des changements. Je pense que les holdings vont sortir demain. Demain. Donc, je pense qu'il va y avoir des changements quand même assez important à certaines positions. Certaines positions vont être parties, certaines nouvelles vont avoir apparu. Il y a des positions d'une grosseur assez importante, en fait. Donc, il y a eu du mouvement, mais le mouvement, des fois, me permet juste de vendre les compagnies que j'aime le moins. Puis je dirais qu'avec tout ce qui se passe, avec tout le stress qu'on peut voir dans le marché à différents niveaux, qui n'est pas encore reflété dans certaines évaluations, c'est sûr que les bénéfices n'ont pas encore commencé à baisser vraiment. Les attentes de bénéfices sont encore importantes. Donc, il n'y a pas tant de stress que ça, mais des vraies opportunités à des prix très attrayants. Pour moi, il n'y en a pas encore beaucoup. Fait que, oui, il y a encore beaucoup de liquidités. Puis, on se souhaite toujours dans ce processus-là d'avoir un autre mois d'avril passé, là, une espèce de mouvement en volatilité, mais on va juste être patient pour l'instant.
Tu l'as mentionné, demain, ton nouveau top 10. On ne parlera pas de titre en portefeuille, mais on risque d'avoir des surprises. Ouais. Mais on a remarqué que la dernière fois qu'il y a eu c'est fin février, l'allocation sectorielle, on a vu que l'information technologie augmentait dramatiquement dans le portefeuille. Je pense que j'ai jamais vu de tech dans ton fonds. Ouais. Je pense que tu as laissé sous-entendre un petit peu tout à l'heure pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Explique-nous de cette montée importante au niveau de ce secteur dans ton portefeuille. Bien, de façon simple, il y a eu un stress important des investisseurs par rapport à ce que l'intelligence artificielle va créer en termes de changement radical au niveau de l'utilité de plusieurs compagnies de logiciels. Donc, à quel point elles vont pouvoir être remplacées rapidement par des gens qui vont vibe coder quelque chose qui va pouvoir être fait à des prix très, très, très modiques et qui va pouvoir être remplacer tout ce qu'ils font très rapidement. Fait que ça, c'est une analyse qu'on doit faire. On doit juste décider est-ce que c'est vrai pour telle compagnie, dépendamment de ce que la compagnie fait comme business. Je pense que dans certains cas, c'est vrai que la business va être sous attaque assez rapidement. Dans certains autres cas, je pense le marché anticipe des changements un peu trop radicaux, un peu trop rapidement. L'exemple que je donne souvent, c'est quand Elon Musk est sorti et a commencé à parler des autos qui vont se conduire elles-mêmes, le full self-driving. Il a sorti ça peut-être 2015, puis que d'ici un an, tout le monde allait pouvoir s'acheter une voiture qui va se conduire toute seule, puis qui va jouer au taxi en même temps, et va amener du revenu. On est 10 ans plus tard, puis ça commence tranquillement à peut-être être possible. On en voit un peu dans le sud américain par d'autres compagnies, mais de façon générale, des fois, je pense que les gens anticipent trop rapidement, puis c'est vrai que ça va se passer. On l'a vu avec l'Internet en 2000. Toutes les ventes online, on sait qu'il y a une compagnie qui a tranquillement mais sûrement frappé le marché retail. Puis tout ce qui est online, on pouvait le voir venir, mais ça a été très long. Fait que c'est ça mon point par rapport à tout ça. On ne sait pas exactement qui va être les gagnants et les perdants. Des fois sont évidents, des fois sont moins évidents. C'est combien on est prêt à payer pour une compagnie qui va probablement avoir une croissance plus basse ou même avoir une année ou deux difficile, quelque chose comme ça. Mais l'important, c'est de savoir quel prix on veut payer pour ça, quel bilan on veut par rapport à ça. Est-ce que l'équipe de gestion va être capable de bouger un peu pour contrecarrer tout ça? Bon, super. Es-tu surpris de la résilience du marché dernièrement? Tu as quand même le prix du baril qui a augmenté de pas mal quelle journée qu'on est, là, de 50 à 100 depuis quoi, 6-7 semaines. Même les anticipations de croissance des bénéfices aux États-Unis depuis 6 semaines ont augmenté. Pour être bien honnête, oui, je suis un peu surpris. C'est sûr qu'avec notre processus, on bénéficie toujours quand il y a un peu plus de volatilité, quand le marché vient un peu plus dans notre direction. Fait que, comme je le dis toujours, on laisse le marché venir à nous, puis on décide ce qu'on veut acheter qui est vraiment sous-évalué. Puis de ce temps-ci, comme je l'ai dit tantôt, il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment surprenant depuis le début de la guerre en Iran, à quel point il n'y a pas tant de compagnies qui ont corrigé massivement. Il y a eu des petites corrections qui étaient un petit peu intrigantes, mais on n'a rien eu qui ressemblait au mois d'avril passé. Puis comme tu dis, le fait que le baril de pétrole est au-dessus de 100 $, ça aurait dû créer une certaine pression de certains côtés, mais on dirait que ça a juste créé certains bénéfices au niveau des compagnies où est-ce qu'il y a des bottlenecks, que ce soit en fertilisant, que ce soit directement les compagnies de pétrole. Donc oui, je suis un peu surpris. Mais on est prêt à tout, puis on reste assis sagement, puis on attend les aubaines, puis on est toujours prêt. Puis comme on l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de liquidités dans le Grand Cap. Donc, le jour où le marché va décider que peut-être il anticipe un peu trop de croissance, on va être prêt pour acheter à aubaine. Tu as quand même l'international dans Grande Capitalisation Canada. La hausse du prix du baril, évidemment, a impacté un peu plus les pays émergents, l'Europe. Est-ce que ça a baissé assez pour avoir des opportunités pour déployer du cash dans ces régions géographiques? Bonne question. Encore une fois, pas encore. Ça n'a pas été assez dramatique parce que dans le fond, oui, on peut s'exciter à avoir un titre en baisse de 10 %, mais dans le fond, si le titre a monté de 40 l'année d'avant puis que les bénéfices n'ont pas vraiment changé, est-ce que c'est vraiment une si grande aubaine que ça? Est-ce que c'est vraiment le multiple qu'on veut payer? Fait que pour moi, il n'y a pas eu une tonne de compagnies qui sont devenues plus attrayantes. J'ai racheté un petit peu des compagnies que j'avais déjà en portefeuille, qui ça inclut beaucoup de compagnies en Europe, j'ai une compagnie en Chine. Puis, outre ça, c'est très léger ce qu'on a comme international. Donc, finalement, à part l'information technologie, il n'y a pas de thématique claire, géographique ou sectorielle. C'est vraiment du stock picking 101. C'est compagnie par compagnie, puis opportunité par opportunité, finalement.
Oui, au jour le jour, là, le processus, depuis 15 ans, dans le fond, là, c'est pas compliqué. Il faut faire les choses simples dans le bon temps. Il faut acheter les titres à escompte quand personne ne veut leur toucher, puis faut les vendre quand ils sont pleinement évalués, puis que les gens veulent les avoir en portefeuille parce que ça les rend sécures. Puis dernièrement, ce qu'on doit acheter, là, les graines qu'on doit planter dans le sol pour récolter dans 1 an ou 2 ou 3, c'est beaucoup en logiciel. Fait que je l'ai fait au Canada, je l'ai fait aux États-Unis aussi. Pas en Europe, il y a moins de compagnies de logiciels, fait que ça n'a pas été le cas. Mais j'ai rajouté un peu dans les compagnies en Europe. Et comme j'ai dit tantôt, j'ai rebalancé un peu les compagnies que j'aimais un peu moins. J'étais capable d'en vendre un peu quand elles ont monté un petit peu. Fait que ça a été, c'est juste plant the seeds, on plante les graines pour de ce qui est cheap. Puis on trim un peu en haut ce qui est surévalué. Puis c'est un peu ce qui s'est passé. Mais on va voir des changements assez importants aussi. Fait que vous allez voir des nouveaux titres dans le top 10, vous allez voir des titres qui ont été coupés. Fait qu'on n'arrête jamais. Là. On essaie toujours d'avoir un portefeuille qui est optimal à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Puis le marché nous donne des nouvelles opportunités à chaque jour. Avec un niveau de liquidité quand même assez élevé, donc tu es prêt quand la situation va arriver. Oui, j'aimerais ça qu'il y ait de la volatilité, en effet. Mais parlons un petit peu qu'est-ce qui pourrait rendre le marché plus volatile. Quels sont les facteurs que le marché sous-estime? Je sais que dans les derniers mois, tu as parlé beaucoup de crédits privés. On a vu qu'est-ce qui est arrivé aux firmes de private equity aux États-Unis, la valeur de leurs titres, puis comment plusieurs de ces fonds de dette privée ont été, excuse l'expression en anglais, mais gaietés, qu'on limite les rachats. On élimine tout simplement la capacité de faire des rachats. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est une source de risque que le marché comptabilise mal pour le moment? Potentiellement. Comme je le dis toujours, moi, j'étais analyste des banques en 2007-2008, puis on peut voir un peu où il pourrait y avoir des problèmes. Mais quand le crédit se met à têter, on ne sait pas exactement où ils vont avoir une éruption complète. Fait que, dans le temps, je n'aurais pas pu prédire exactement où ça sortait. Aujourd'hui, c'est la même chose. Mais en même temps, quand il va y avoir des problèmes de crédit, la corrélation de tout ce qui est dans le marché augmente pratiquement à 1. Tout devient corrélé. Et là, les problèmes reviennent à la surface. Fait que oui, le crédit privé peut être un angle de ça, incluant tout ce qui est autour et à l'intérieur. Donc, tu sais, les compagnies de private equity, depuis plusieurs années, ont acheté des compagnies d'assurance et ils ont été capables d'utiliser ça avec un peu moins de réglementation pour bourrer ça de nouveaux deals, avec, de l'autre côté, émettre des polices qui sont quand même un peu questionnables, qui sont vraiment émises simplement pour avoir la structure possible pour acheter de l'autre côté. Mais il y a toutes sortes de trucs comme ça. L'immobilier, on a les prêts automobiles, on a les prêts personnels. Au Canada, on a des compagnies qui prêtent pour des hypothèques privées. Il y a toutes sortes d'angles qui pourraient potentiellement être problématiques. Mais c'est très difficile là, de prédire exactement qu'est-ce que va être l'épicentre. Puis je pense pas que je vais être capable de le faire. Mais c'est sûr que l'équité privée, le crédit privé, les compagnies d'assurance qui sont à l'intérieur des compagnies de private equity, ça peut être un problème. Donc, toutes ces sources opaques de financement, finalement. Là. Exact. Au début de ta... Ce que je peux rajouter, c'est que le crédit, c'est juste donner des exemples à quel point le crédit est ouvert, mais pourrait être très rapidement fermé. T'sais, en 2007-2008, on a eu des gros deals qui ont été annoncés, les banques étaient prêtes à financer, puis rapidement, on a passé de l'autre côté. Là, en 3 à 6 mois, tout a transformé. Aujourd'hui, on a 2 deals dans le marché. Une compagnie qui se fait acheter pour 100 milliards cash et une compagnie qui se fait acheter pour 50 milliards cash. Donc, quand une banque est prête à financer là, un 20 milliards d'un coup pour une transaction de 100 milliards, on peut être d'accord que le crédit est quand même assez ouvert. Oui, définitivement. Début de ta carrière, tu étais analyste des orifères. L'or, depuis 1 an et demi, c'est définitivement une classe d'actifs qui a attiré beaucoup l'attention des gens. On a eu des hauts historiques. Au niveau du prix de l'or, il y a eu un retranchement depuis le début de l'année. Qu'est-ce que tu penses de l'or, des titres orifères? C'est sûr que c'est une question que beaucoup de nos conseillers ont de leurs clients. Bien, ça va être une opinion très personnelle. Là. Chacun chez nous a un processus différent. Donc, pour mon processus, c'est une façon de voir les choses. De façon très simple, l'or de 2002 à 2022 était plus facile à analyser parce que les banques centrales étaient moins impliquées. Donc, on regardait les taux réels aux États-Unis, puis on pouvait voir comment l'or avait évolué au cours des 3 mois précédents, puis ça faisait du sens. Parce que quand les taux sont élevés puis l'inflation est basse, bien, tu achètes des obligations.
Puis quand l'inflation est élevée puis les taux sont bas, bien là, tu achètes des métaux précieux parce que ton pouvoir d'achat baisse à chaque année. Donc ça marchait entre 2002 et 2022. Avant ça, les banques centrales étaient vendeurs agressifs. Le prix de l'or est allé en bas de 300 $ de l'once. Et là, aujourd'hui, les banques centrales sont des acheteurs agressifs, puis le prix de l'or est autour de 5 000 $ l'once. Pour mon processus, une des seules choses qui est importante à savoir, c'est que selon le graphique des taux réels, le prix de l'or, si les banques centrales n'étaient pas impliquées, pourrait être plus autour de 2 000 2 500 $ l'once. Donc, moi, ça me garde on the sidelines. J'aime pas être impliqué dans une situation où est-ce que je peux moins contrôler le downside. Si j'avais une conviction là, absolument extraordinaire que les banques centrales allaient continuer à acheter agressivement, peut-être, mais probablement même pas, parce que comme je l'ai dit au début, mon processus n'essaie pas d'être un peu trop brillant pour le marché. J'essaie de laisser le marché venir à nous. Donc, c'est là où j'en suis. J'en avais l'année passée, ça a tout été vendu. Puis aujourd'hui, ben, je suis pas très négatif, mais en même temps, c'est clair que c'est pas une classe d'actifs qui, pour moi, est importante dans le portefeuille. Puis la dernière chose que je vais dire, c'est qu'il faut faire attention à la corrélation maintenant par rapport à il y a 25 ans. Quand j'étais analyste, j'ai acheté de l'or, ça a été livré chez moi, 10 onces à 400 $ l'once, j'ai mis ça dans mes poches, j'ai pris le métro, j'étais allé à la banque, mis ça dans un safety deposit box que je payais annuellement. Fait que c'était difficile de leverager ça. Une fois qu'une classe d'actifs est financialisée, donc elle est rentrée dans le système financier, après ça, il y a toutes sortes de produits qui sont créés. L'ETF a été créé. Donc, on le voit là, dans les dernières semaines, la corrélation entre les compagnies de métaux précieux et le marché est très élevée. Donc, ça devient une police d'assurance qui est moins bonne. Historiquement, on utilisait les métaux précieux pour se protéger. Aujourd'hui, je dirais faire attention, ça peut ne pas fonctionner aussi bien. L'or, c'est un gros pourcentage de notre indice canadien. Ensuite, le pétrole, l'énergie, les métaux, métaux de base. Historiquement, tu n'aimes pas trop les financières non plus. Qu'est-ce qu'on achète au Canada? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ou qu'est-ce qu'il y a qui rentre dans tes principes d'investissement là, qui peuvent protéger? Pour l'instant, on se cache ailleurs, tout simplement. C'est un peu partout. Là, comme on en a discuté, il y a beaucoup plus de compagnies de logiciels, évidemment. Je ne peux pas trop les nommer parce qu'ils vont sortir demain, là, les gens vont les voir. Mais on a aussi beaucoup de staples, donc consommation de base, que ce soit des métaux, des couches tard qui sont là depuis toujours. On a acheté Saputo il y a peut-être un an ou deux que vous voyez dans les holdings. Donc, quand vous regardez les holdings, oui, il y a beaucoup de compagnies de consommation de base, mais en même temps, c'est là, selon moi, où on a la meilleure protection à la baisse et la meilleure évaluation par rapport à un marché qui éventuellement pourrait corriger parce qu'on a eu 18 ans sans cycle de crédit. Donc, comment se protéger autour de tout ça? Selon moi, c'est là où on peut mieux faire. Tandis que les compagnies financières, une banque, c'est leveragé 20 pour 1, 20 $ d'actifs par dollar d'équité. Compagnie d'assurance vie très gearée sur les taux d'intérêt et sur la valeur des actifs. Donc, valeur des actifs du côté de leur bilan, puis leurs liabilities, donc ce qu'ils doivent, bouge beaucoup avec les taux d'intérêt. Quand ça se met à baisser, on l'a vu au Japon dans les années 90, si les taux d'intérêt baissent en même temps que les actifs, c'est désastreux pour une compagnie d'assurance vie. Fait qu'on est vraiment à l'autre extrême de ça présentement. Tout va bien, les taux d'intérêt sont quand même assez élevés et les actifs vont bien et le crédit va bien. Donc, tout ça est positif pour ces... Et en plus, les multiples sont relativement élevés. Puis c'est vrai aussi pour les banques, parce que price to book, la valeur par rapport le prix par rapport à la valeur au livre est élevé. Fait que ça me pousse ailleurs, que ce soit logiciel, que ce soit consommation de base, et je suis ouvert à acheter n'importe quoi d'autre qui est relativement attrayant. On a le lumber qui est un petit peu plus attrayant dernièrement à cause de l'immobilier aux États-Unis qui ne va pas très bien. Donc, c'est pas facile, mais on trouve des endroits là où se cacher. Parfait. Changeons de vitesse un petit peu. Un de tes produits que tu gères, valeur mondiale à position long cours, tu as la capacité de vendre à découvert des titres. Donc, deux questions. Tu es rendu où dans ton short book actuellement? En pourcentage, parce que c'est quoi? C'est 30 à 50 d'ordre général. Ensuite, y a-t-il des thématiques au niveau des shorts? Est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là? Fait que le short book, j'ai droit jusqu'à 50 des actifs, puis je suis pratiquement à 50 %. Les thèmes sont assez évidents, donc on a beaucoup de compagnies reliées aux crypto-monnaies. On a beaucoup de compagnies qui se sont attachées à la tendance intelligence artificielle, donc que ce soit des réacteurs nucléaires pour l'énergie qui vont être développés, mais qui ne sont pas encore inventés, mais que les compagnies valent 5 à 10 à 15 milliards de market cap. Que ce soit de la fibre optique, que ce soit de la construction, même maintenant.
Outre ça, on a aussi quantum computing, c'est-à-dire des ordinateurs qui promettent dans 10 ans de pouvoir régler tous les problèmes. Donc, tu sais, il y a des choses intéressantes. Contradiction là un petit peu. Des choses intéressantes qui se passent là. Puis là, je fais attention, mais je commence à regarder un peu plus vers la mémoire puis les semi-conducteurs parce qu'il y a vraiment il y a une trade qui est très, très, très agressive où est-ce que les gens achètent tout ça, que ce soit mémoire beaucoup, semi-conducteurs aussi, et ils vont de l'autre côté shorter tout ce qui est logiciel. Puis aujourd'hui, là, à l'heure qu'on parle, c'est vraiment extrêmement agressif comme trade. Fait que j'essaie de me positionner un peu là-dessus pour un reversal, mais c'est toujours, faut toujours faire attention pour ne pas se faire frapper par l'autobus, comme on dit. Fait que c'est ça les thématiques. Il y a aussi des nouvelles compagnies financières qui, selon moi, passeront pas à travers un cycle complet là, qui n'existait pas il y a 15 ans dans la dernière correction, puis qui ne vont pas survivre à la prochaine. Donc ça, tranquillement, on commence à se positionner. Je pense que c'est important aussi de mentionner, c'est quand la dernière fois qu'on a vécu un cycle complet de crédit au Canada ou aux États-Unis? C'est 2008. On n'a pas passé proche d'avoir un cycle de crédit en 2020. Les banques centrales sont entrées très rapidement, donc le stress a duré peut-être une semaine ou deux. Il n'y a pas vraiment eu de faillite. Donc, ça remonte à très, très longtemps. Puis au Canada, on peut-tu dire qu'on a eu une fin d'un cycle de crédit en 2008, vraiment? Pas vraiment. En fait, ça, c'est une longue discussion, mais moi, j'ai analysé les banques, puis je peux vous dire que le marché a été sauvé par le gouvernement et la SCHL et toutes les garanties qui sont rentrées en compte. Donc, l'immobilier, finalement, n'a pas vraiment corrigé comme il se devait. Le crédit n'a pas vraiment corrigé comme il se devait. Pas eu beaucoup de faillites par rapport à ce qu'on aurait pu anticiper. Encore une fois, parce que les banques centrales et le gouvernement s'étaient impliqués. Puis ça semble être une tendance qui est forte. Donc, peut-être que c'est ce qui m'a forcé un peu la main là, au mois d'avril passé à me dire, ben si jamais ça détériore encore plus, il y a quelqu'un qui va bouger tout ça, qui va rentrer dans le marché, que ce soit le gouvernement ou que ce soit les banques centrales, on va vouloir stabiliser tout ça. Donc, peut-être investir un peu plus rapidement qu'il y a 20 ou 25 ans. OK. Dernier petit point sur ton valeur mondiale, la position long cours. Tu l'as mentionné dernièrement, il y a très peu de gens qui vendent à découvert dans le marché. Il y a très peu de fonds de short only dans le marché. Puis ça te donne un certain avantage parce que tu es un petit peu seul dans l'industrie. Tu peux-tu développer un petit peu sur ça? Oui, bien, les chiffres sont assez évidents. Là, il y a 5 ans, mettons 2021, là, dans le milieu là, le GameStop puis de toute l'explosion retail au niveau de l'investissement. Si on voulait emprunter une action pour la shorter, il y en a beaucoup dans mon portefeuille qui chargeaient, ça coûtait 20, 30, 40, 50 % de la valeur de l'action annualisée pour l'emprunter. Aujourd'hui, j'ai 50 positions courtes. Il y en a 49 sur 50 qui nous coûtent 0,3 % par année. Donc, il y en a tellement qui chargent un petit frais juste pour t'aider à trouver les actions, mais ça ne coûte rien. Puis l'autre, la 50e est à 2 % annualisé. Donc, oui, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de short. Ceci étant dit, il y a encore beaucoup de gens qui trade selon les tendances et agressivement avec du levier, avec des options. Donc, c'est plus de ce côté-là que le risque est maintenant. OK. Donc, niveau de liquidité élevé dans les portefeuilles, ton short book est à 50 % pour ton valeur mondiale à la position long cours. Donc, tu es prêt pour, comme historiquement tu as toujours fait, tu es prêt pour une opportunité. Puis quand ça va arriver, tu vas être assez agressif à ce moment-là. Absolument. Puis si ça peut se passer en 2-3 jours, on va le bouger. On va bouger tout cet argent-là en 2-3 jours. On a la structure pour, on est positionné pour, comme on l'a fait en avril passé. Super. Donc, le temps file. J'ai le temps pour une dernière question. Okay. Un petit peu moins essentielle pour ce qu'on parle aujourd'hui, mais vu qu'on rentre en série, je voulais savoir ton opinion. Les Canadiens vont gagner en combien de matchs contre Tampa Bay? Moi, je suis un gars très défensif. Je n'aime pas ça d'être trop agressif dans les prédictions. Donc, on va dire ils vont gagner, mais en 7. OK, c'est bon ça. Mais je pense qu'ils vont gagner en 5. Donc, parfois, l'erreur que les conseillers font, c'est de considérer Daniel uniquement pour des portefeuilles plus conservateurs ou lorsqu'ils ont une vision des marchés un peu plus bearish. En réalité, tous les portefeuilles, que ce soit un client conservateur ou croissance, ou qu'on soit bearish ou bullish, méritent la gestion de Daniel Dupont. Les chiffres de performance et de gestion de risque parlent d'eux-mêmes. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles.
Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!